It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ces quelques mots suffirent à assouvir la domination technologique américaine sur le monde. Tout le monde connaît Neil Armstrong, la NASA, la guerre technologique entre les États-Unis et l'URSS, mais étrangement, peu d'entre nous connaissent réellement l'homme sans qui tout ça ne serait pas arrivé de sitôt. Et cet homme, c'est Wernher von Braun, et c'est sa vie que je vais vous retracer aujourd'hui. Tout commence en mars 1912, dans la petite ville de Wierzitz, ancienne ville allemande qui se situe désormais dans la Pologne actuelle. Le petit von Braun est issu d'une bonne famille. Il est le fils d'un homme politique, Magnus von Braun, et d'une mère aristocrate, Emmy von Kistorp. Il grandit tout de même dans un certain confort. Durant ses jeunes années, von Braun est passionné par le livre La fusée interplanétaire du physicien Hermann Oberth. C'est ici que sa passion sans fin pour les fusées débute. Il faut cependant se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. On ne voyait pas les fusées comme des armes, mais plutôt comme des outils servant à l'astronomie. Il commence d'ailleurs assez tôt à se faire remarquer, car à l'âge de 12 ans, il tente de battre un record de fusée à l'aide de petites voitures équipées de feux d'artifice. Tout ça dans une rue fréquentée de la ville évidemment, ce qui lui valut un petit séjour au poste de police. Écoutez, à 12 ans, chacun ses passe-temps, hein. Malgré son intérêt pour la science, son père compte faire de lui un diplomate. Mais ça ne plaît pas du tout à von Braun qui annonce à son père qu'il n'ira pas à Sciences Po, mais plutôt à l'université technique de Berlin. En bref, il se voue un parcours scientifique, et ça entre autres soutenu par sa mère, qui elle aussi est passionnée de science, et c'est d'ailleurs elle qui lui a offert son premier télescope. Déjà à travers l'enfance de von Braun, on commence à se douter du destin qui l'attend. Entre le télescope, les fusées et le livre sur l'espace, le jeune von Braun n'a qu'un seul rêve, atteindre les étoiles. C'est en 1931, âgé seulement de 19 ans, que le jeune von Braun lance une fusée à plus de 350 mètres d'altitude. Wernher est fier de ce petit exploit personnel, mais il n'est pas le seul à s'en féliciter. Son expérience a attiré l'attention des militaires. Et oui, nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles prive l'Allemagne de tout armement, à l'exception des fusées, qui à l'époque étaient méconnues d'une majorité, et absolument pas considérées comme une arme, car presque inutile sur un champ de bataille. Quand on parle de fusées à l'époque, on fait bien plus référence à des feux d'artifice ou à quelques outils dédiés à l'astronomie qu'à de réelles bombes. C'est là que l'armée sent une opportunité et commence à sérieusement considérer la fusée comme une potentielle arme de guerre. Elle crée d'ailleurs un bureau des engins balistiques spéciaux. Pour le coup, Wernher n'est pas du tout militariste, il est plutôt pacifiste d'ailleurs. Il ne cherche qu'une chose, aller sur la Lune. Mais pour satisfaire ses ambitions, il est obligé de collaborer avec la Wehrmacht, le seul organisme qui à l'époque puisse lui allouer un budget conséquent. Et oui, envoyer des fusées de plus en plus loin, ça coûte cher. Sauf qu'en 1933, un certain Adolf Hitler prend le pouvoir, ce qui au final ne change pas grand chose au projet de Wernher, qui lui va collaborer avec les nazis, comme beaucoup de scientifiques à l'époque. Ces scientifiques n'étaient pour la plupart pas des pro-nazis, mais c'était là le seul moyen pour eux de mener leurs recherches à bien, donc beaucoup sont restés et ont servi le régime pour avancer dans leurs projets. Business is business. Début 1935. Il envoie une fusée cette fois-ci non pas à 350 mètres, mais à plus de 2000 mètres d'altitude. Alors là, les militaires sont de plus en plus intéressés et proposent à von Braun des opportunités de plus en plus alléchantes. Lui et son équipe se retrouvent face à un dilemme. Vers où orienter les travaux ? Vers la guerre ou vers l'espace ? Et c'est finalement le chemin de la guerre qui est choisi. En conséquent, on lui alloue un budget de plus de 540 millions de Reichsmark, une somme considérable à l'époque. Avec ces nouveaux moyens, l'équipe de von Braun réussit l'exploit d'envoyer une fusée équipée d'une bombe dans un périmètre de plus de 16 km. Alors là, c'est une toute autre catégorie. Ces exploits sont tellement incroyables qu'il se fait remarquer par le Führer en personne. À ce moment-là, Hitler est convaincu que les bombes volantes seront l'arme secrète de la victoire de cette Seconde Guerre mondiale. Von Braun et son équipe donnent naissance en 1944 à un missile qui ressemble à un petit avion, pesant un peu plus de 2 tonnes et capable de s'écraser à plus de 200 km à une vitesse de 670 km/h. Ce missile porte le nom de V1, pouvant se traduire par l'arme des représailles. Ce missile se veut dissuasif car pouvant frapper à tout moment à plusieurs centaines de kilomètres. C'est d'ailleurs Londres qui en a fait les frais en représailles des bombardements sur des villes allemandes. Mais son coût de production est élevé, et le fait qu'il soit facilement repérable et abattable faisait de cet engin un réel gouffre financier et humain.
Car oui, pour produire tous ces missiles, c'étaient des prisonniers juifs condamnés aux travaux forcés qui s'en chargeaient. Et ça, dans des conditions déplorables. Plusieurs milliers de juifs sont morts dans ces usines de production et ça c'est important de ne pas l'oublier. Pour remédier au problème du repérage, Von Braun et son équipe déploient le célèbre missile V2. Et là, c'est un tout autre engin, avec des statistiques absolument incroyables pour l'époque. C'est une fusée autonome de 14 mètres de hauteur et de plus de 12 tonnes, pouvant envoyer une charge de plus de 980 kg d'explosifs à une vitesse maximum avoisinant les 6000 km/h. Il peut parcourir 300 km en seulement 6 minutes. C'est le missile le plus rapide au monde. À cette vitesse, personne ne peut ne serait-ce qu'entendre l'engin arriver. Cette nouvelle arme a un effet psychologique dévastateur. Pour cet exploit, Von Braun sera d'ailleurs décoré de la Croix du Mérite de guerre. Hitler voit en lui un exemple du surhomme arien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le design de ce missile qui a inspiré celui de la fusée dans Tintin Objectif Lune. Pour en revenir à notre missile, celui-ci n'aura finalement pas été l'arme de la victoire espérée par les Allemands, car il était déjà trop tard pour l'Allemagne nazie qui perdait sur un peu tous les fronts. Et ça, Werner et son équipe l'avaient bien compris. Pour eux, l'avenir de l'Allemagne était compromis et il fallait trouver un autre camp pour mener à bien leurs expériences. Et oui, il ne faut pas oublier que leur but initial était d'aller sur la Lune et aussi de sauver leur peau. Ils devaient maintenant choisir entre l'URSS et les États-Unis. Bon, finalement, ils ont choisi les États-Unis, mais ça n'a pas du tout plu au régime nazi, qui a donné l'ordre d'abattre tous les fuyards pour éviter ce que l'on appelle une fuite des cerveaux. Mais heureusement pour la conquête spatiale, Von Braun s'en est sorti avec la plupart de son équipe en se cachant dans des grottes près d'une station de ski bavaroise. À ce moment-là de l'histoire, tout va mal pour l'Allemagne. Hitler perd sur tous les fronts, et l'Allemagne devient la nouvelle ruée vers l'or pour les grandes puissances. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien parce que l'un des enjeux majeurs pour les États-Unis et l'URSS c'était de venir récupérer les scientifiques allemands. Parce qu'à cette époque, l'Allemagne était un petit peu la capitale intellectuelle et scientifique du monde. Les Américains et les Russes ne vont pas se gêner, ils se sont lancés dans une course aux scientifiques qui pour le coup se rallieront assez facilement pour éviter la peine de mort. Hein ? Nuremberg tu connais ? Et dans tous ces scientifiques, Von Braun et son équipe sont l'une des cibles principales de cette chasse. Parce que les Américains s'imaginent combiner la bombe atomique au missile de Von Braun pour créer l'arme ultime. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. Ainsi, pour récupérer Von Braun, les Américains lancent une opération secrète, l'opération Paperclip. Et le 2 mai 1945, Von Braun et toute son équipe se livrent aux Américains grâce au contact établi par Magnus, le frère de Werner. Et oui, il a un bon réseau le bougre. Tous ces hommes sont donc transférés aux États-Unis sans être jugés, car oui, ce ne sont pas des prisonniers ordinaires. En juin 1945, une note au sein de l'état-major américain dit « Il est essentiel que ces esprits talentueux et rares, à la productivité intellectuelle hors du commun, soient placés à notre service. » Avec cette opération, les Américains veulent prendre une avance technologique décisive en prévision des futures tensions avec l'URSS. Et oui, il vaut mieux que ces scientifiques travaillent pour eux que contre eux. Mais les Soviétiques n'ont pas perdu pour autant. Alors certes, ils n'ont pas récupéré Von Braun, mais ils ont mis la main sur plusieurs hangars avec des débris de V2 et d'anciens laboratoires. Ils vont faire appel à leurs meilleurs ingénieurs pour essayer de restaurer certains engins sur les restes des travaux de Von Braun. Et pour le coup, ils vont plus que réussir. Et ça, entre autres grâce à un autre génie, le méconnu Korolev. Mais ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Arrivé aux États-Unis le 20 septembre 1945, Von Braun fait table rase de son passé. Il est placé quelque temps sous surveillance avant d'être affecté à Fort Bliss, au Texas. C'est d'ailleurs durant cette période qu'il envoie une demande en mariage à sa jeune cousine, Maria Louise von Kistorp, qu'il l'épousera en mars 1947. Il aura d'ailleurs avec elle 3 enfants. Le Nord ? Mais revenons en 1945. Le gouvernement américain lui demande de continuer ses travaux et de développer des missiles capables d'atteindre l'URSS. En effet, nous entrons dans une ère de tension entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est le début de la guerre froide. C'est une course à quel système sera le plus puissant. On assiste au développement de l'arme nucléaire de plus en plus menaçant, à un espionnage de plus en plus poussé, à une guerre technologique et sociale. Et c'est aussi le début de la conquête spatiale, ce qui fait une merveilleuse vitrine à qui sera technologiquement le plus avancé. Au début des années 50, Von Braun se voit attribuer des responsabilités de plus en plus importantes. Il développe le missile guidé Redstone, un dérivé du missile allemand V2.
Mais le but de von Braun n'était pas de concevoir des armes, mais d'aller explorer l'espace. Pour diriger l'intérêt du grand public vers l'espace, von Braun écrit régulièrement dans la presse et réalise même plusieurs films sur l'espace avec la collaboration de Walt Disney. Avec par exemple le film Man in Space et Man on the Moon. Son objectif à travers toutes ces manœuvres est que le grand public américain soit passionné par ce sujet et que le gouvernement américain lui alloue les fonds nécessaires à la conquête de l'espace. Dès 1954, il a comme projet la mise en orbite d'un satellite artificiel en utilisant comme lanceur le missile Redstone. Il est soutenu par l'armée de terre et lance le projet Orbiter. Mais mauvaise nouvelle pour von Braun. Le président Eisenhower ne place pas l'astronautique dans ses priorités et surtout, il ne souhaite pas confier ce projet à une équipe composée majoritairement d'Allemands. Il confie donc cette tâche à un autre projet, le projet Vanguard, dirigé par une équipe américaine concurrente soutenue par la marine. En août 1955, le projet Orbiter est abandonné. Von Braun, déçu, retourne travailler sur ses missiles intercontinentaux. Mais cette propagande a fait écho au pays des soviets, qui trouvent là une bonne occasion d'aller dépasser les Américains sur le plan technologique. 4 octobre 1957, Kazakhstan. Sputnik 1. Les soviétiques mettent en orbite autour de la Terre le premier satellite artificiel de l'histoire. Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. L'URSS se félicite de sa réussite et se place en leader mondial de la conquête spatiale. Mais cette nouvelle est à double tranchant. Ces fusées peuvent certes envoyer des satellites dans l'espace, mais elles peuvent aussi envoyer des bombes n'importe où, et notamment sur les États-Unis. Face à cette terrible nouvelle, les États-Unis se doivent de réagir et décident à leur tour d'envoyer un satellite dans l'espace, avec le fameux programme Vanguard. Vous savez, celui qui a remplacé celui de von Braun. Le 6 décembre 1957, la fusée contenant le satellite TV3 se prépare au lancement. Le décollage est diffusé en direct sur les télévisions américaines et du monde entier. Après quelques secondes de décollage, la fusée s'arrête, puis s'écrase sur son pas de tir en disparaissant dans une incroyable explosion, ridiculisant ainsi les États-Unis aux yeux du monde. Histoire d'enfoncer encore davantage les États-Unis dans leur retard technologique, les Russes envoient le premier animal dans l'espace, la chienne Laika. Mais, pour mettre fin à cette humiliation continue, au début des années 1958, le gouvernement se tourne vers von Braun qui, en se basant sur un de ses missiles Redstone, réussit du premier coup à envoyer un satellite en orbite. 3, 2, 1, fire command, fuel tank pressurized, block tank pressurized, missile power, ignition, base stage, lift off. Lift off. Voilà, von Braun il a pas perdu de temps, il est venu et il leur a montré qui était le patron. Cet exploit lui a valu la reconnaissance du grand public et une place de choix dans la toute nouvelle agence spatiale civile américaine créée en 1958, la NASA. Il est nommé directeur du centre de vol spatial Marshall de l'agence et conserve ce poste jusque dans les années 70. Pendant plusieurs années, les Russes et les Américains se battent sur le terrain de la conquête spatiale. C'est von Braun contre Korolev. Le 12 avril 1961, les Soviétiques envoient Yuri Gagarin dans l'espace, une première pour l'humanité. En réponse à ça, le jeune président américain Kennedy confie la conception d'un tout nouveau lanceur à Wernher von Braun. Le 12 septembre 1962, le président John Kennedy annonce dans un discours qui marquera l'histoire la volonté du gouvernement américain d'envoyer un homme sur la Lune, et ce, avant le début des années 70. Ce programme a pour nom de code Apollo. Après des années de travail acharné et une centaine de milliards de dollars, la fusée Saturn V conçue par l'équipe de von Braun voit enfin le jour. Et c'est un monstre de puissance. Elle pèse plus de 3000 tonnes au décollage, mesure plus de 110 mètres de hauteur. Elle est capable de transporter plus de 140 tonnes de charge utile tout en faisant preuve d'une grande fiabilité. En effet, en 13 lancements, la fusée Saturn V n'aura jamais failli. 16 juillet 1969. 3 pilotes américains se hissent au sommet de la fusée Saturn V. À 9h32 et devant les yeux du monde entier, la fusée décolle avec succès, rejoignant ainsi les étoiles. Von Braun et son équipe ont accompli leur rêve. Et le 20 juillet 1962, That's one small step for man, one giant leap for mankind. cet événement marque la victoire technologique des Américains sur les Soviétiques, qui sans von Braun et son génie n'auraient sûrement pas eu lieu de sitôt. Face à ce succès, von Braun devient directeur adjoint de la NASA en 1970. Il meurt le 16 juin 1977, à l'âge de 65 ans.
Et voilà, cette première vidéo d'histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Malgré sa vie assez incroyable et controversée, Wernher von Braun a marqué l'histoire de l'humanité et reste actuellement très méconnu du grand public. D'ailleurs, pour écrire cette vidéo, je n'ai trouvé que très peu de sources papier. J'ai cherché sur internet, je ne tombais que sur des livres d'occasion à des prix exorbitants. Je suis donc allé en librairie à Bordeaux, et là encore je n'ai rien trouvé. J'ai dû donc croiser plusieurs sources que j'ai trouvées sur internet pour écrire cette vidéo. Et bien évidemment, je vous mets tout ça en description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, à vous abonner pour d'autres vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir de voir vos retours sur cette vidéo. Voilà, j'ai investi et j'ai envie de voir si ça vous plaît. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Tristock, ciao.